Le droit de se taire n'a pas à être notifié aux salariés lors de l'entretien préalable à un licenciement ou à une sanction disciplinaire. C'est le résultat d'une décision du Conseil constitutionnel. On en parle tout de suite avec mon invité, Benoît Rosero, associé chez Seban Avocat. Benoît Rosero, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel, on va faire le point sur le droit de se taire. Alors, qu'en est-il du droit de se taire ? Est-ce qu'il est consacré dans des branches du droit ? Faites-nous un peu le point sur le droit de se taire, s'il vous plaît. Alors, en effet, le droit de se taire, il est acquis et reconnu sur des matières, notamment le droit pénal, et spécifiquement ce droit pénal. Et il a commencé à s'étendre sur d'autres domaines du droit, et la fonction publique, le droit des données, et là, on vient d'avoir un stop en disant ça ne va pas s'étendre jusqu'au droit du travail. Alors, en effet, en droit pénal, le sujet est acquis. Alors, ça repose sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ça repose également sur la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, tout ça paraît ancien, mais finalement, ce droit de se taire, il n'arrête pas d'être consacré avec des évolutions législatives sur les années 2010 encore. C'est l'une des matières qui donne le plus de travail en matière de QPC. C'est l'un des sujets apparemment qui vient régulièrement devant le Conseil constitutionnel. Et donc ce droit de se taire qui est consacré en droit pénal n'a cesse aussi d'évoluer sur toutes les étapes, on va dire, du procès pénal, avec une évolution notamment sur l'article 63-1 du Code pénal qui a été consacré par une loi récente de 2011 encore. Et donc sur les différentes étapes, dans le cadre de la garde à vue, vous êtes entendu, vous avez le droit de vous taire. Alors quand on parle du droit de se taire, c'est surtout le droit où on vous précise que vous avez le droit de vous taire. C'est-à-dire que si vous parlez, on ne peut pas obtenir une nullité des actes dits, mais on doit vous informer de ce droit au silence. Donc s'il est aujourd'hui acquis après une lutte quand même assez importante en matière de droit pénal, on a eu cette extension qui est apparue de manière un peu plus récente pour la fonction publique, c'est-à-dire pour tous les fonctionnaires qui se retrouvent devant leur autorité publique dans une procédure de sanction qui peut amener à entraîner la fin de leur statut. Vous avez ce droit qui a été reconnu, et là, de manière très récente, avec une première QPC qui a eu lieu le 8 décembre 2023 et qui a été consacrée par le tribunal administratif, la Cour administrative de Paris, récemment le 2 avril 2024 pour être précis, et le Conseil d'État en décembre 2024. Donc en effet, c'est une consécration assez récente. Voilà, qui est tout à fait récente dans ce domaine-là et qui sort du spectre du droit pénal avec ce droit très spécifique, avec des droits de la défense très spécifiques. Et là, il y a un premier pas qui a été passé pour les fonctionnaires dans le cadre de leur relation de travail. Comment vous expliquez cette différence entre le droit de la fonction publique et le droit du travail ? Alors, cette différence, on était en mode interrogatif, on attendait le positionnement du Conseil constitutionnel sur les QPC pour savoir qu'en est-il des salariés. Si finalement un agent ou un fonctionnaire a le droit à ce silence, il doit lui être notifié avant toute sanction pour une perte d'emploi, disait que ça pouvait, dans ce champ d'extension, arriver aux salariés. Et là, le Conseil constitutionnel dit non, il n'y a pas ce droit-là qui doit être consacré pour les salariés. Et la motivation qui a été donnée par le Conseil constitutionnel, c'est dire que c'est l'autorité qui va prendre cette décision. Vous avez d'un côté une autorité publique qu'elle rapproche avec une action d'un ministère public et donc un fonctionnaire dépendant d'une autorité publique et de ce pouvoir-là, on va dire qu'il va avoir le droit aux mêmes protections, qu'elle ne souhaite pas étendre à un salarié avec, on va dire, des particuliers de droit privé, des sociétés, des employeurs qui, elles, sont gérés par le Code du travail et qui n'ont pas la même autorité de puissance publique qu'un fonctionnaire. Pour vous, c'est ce qui justifie cette différence de traitement, entre guillemets, entre les agents publics et les salariés ? Oui, c'est ce que, du moins, apparaît dans la décision du Conseil constitutionnel de distinguer ces situations et de dire, au-delà de l'autorité de la personne qui prend cette décision, le deuxième aspect est aussi de dire, et la plus critiquable, que ce n'est pas une sanction, une punition au sens constitutionnel du terme. Là, peut-être un peu plus critique, parce qu'entre la perte d'un emploi d'un salarié ou la perte du statut et d'un emploi pour un fonctionnaire, la différence, elle est quand même assez proche et va un petit peu à l'encontre de cette vague de courant de rapprocher un peu le statut des fonctionnaires avec celui des salariés et des agents contractuels qui deviennent de plus en plus proches. Il y a toujours des spécificités,
Là, c'en est une qui est consacrée, et de dire qu'un salarié, et surtout un employeur, n'a pas les mêmes contraintes en termes de procédure, et la décision qui est prise n'est pas du même niveau et de la même importance que pour un salarié. Si on revient sur la décision, qu'est-ce qu'elle dit précisément pour bien expliquer les contours de la décision ? Alors, la décision, elle, considère donc que cette sanction, que le licenciement ou la sanction, parce qu'on parle dans le cadre de l'entretien préalable, c'est-à-dire le salarié, il est convoqué, le but c'est de recueillir ses explications, et à l'aune de ces précisions et ces explications, l'employeur se décide s'il sanctionne, s'il licencie. Et elle va estimer que là, dans ce pouvoir de direction de l'employeur, la sanction qui est prise n'est pas une punition protégée de la même manière et au même niveau que celle d'une autorité, d'une puissance publique. Et donc ça, c'est ces deux critères. Qui prend la décision ? Puissance publique, d'un autre côté, un employeur. Donc ce ne sont pas les mêmes critères. La sanction qui est prise n'est pas considérée comme une punition, ce que je viens de dire, et donc c'est vraiment sur ces éléments-là. Et donc le Conseil en déduit qu'il n'y a pas d'obligation de notifier le droit de se taire. Exactement. C'est vraiment un faisceau d'indices, il applique... Alors, au-delà du faisceau d'indices, là, on est vraiment sur une situation structurelle. Un employeur de droit privé n'est pas une puissance publique, donc ce droit ne s'applique pas, et les sanctions que peut prendre un employeur ne peuvent pas être considérées comme une punition protégée. Donc, c'est-à-dire que ça met un stop à cette ouverture, ou du moins sur ces arrêts de QPC, au-delà d'un faisceau d'indices, un employeur de droit privé et un salarié soumis au Code du travail, il n'y a pas cette obligation ou ce bénéfice, si on se place du côté du salarié, de se voir notifier le droit de se taire. Si on se met maintenant dans la peau d'un salarié qui va passer un entretien préalable, dans ce contexte de cette décision, est-ce que ça veut dire que le salarié doit répondre à toutes les questions ? Alors, en effet, on peut s'interroger à juste titre sur l'impact du fait de droit de se taire. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut placer ce corollaire au fait que si le salarié n'a pas à se voir notifier le droit de se taire, moi je le mets en parallèle avec toute cette évolution très récente de la jurisprudence depuis 2022 sur la liberté d'expression du salarié. Et je trouve que ce n'est pas un hasard si cette décision de la QPC, pour les raisons qu'on vient d'évoquer sur la puissance publique, il y a cette distinction-là pour le salarié. Le salarié, déjà, il n'est pas obligé d'aller à un entretien préalable. On l'oublie, il est convoqué. Alors, il est convoqué de manière un petit peu parfois étonnante et qui avait déjà, par un arrêt du 5 avril 2016, suscité beaucoup d'interrogations. Quand vous êtes convoqué à un entretien préalable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes convoqué. On vous dit, pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement. Et vous vous présentez sans savoir de quoi il s'agit. Là, déjà, c'est une première différence avec un fonctionnaire qui arrive, qui a le dossier, il connaît les pièces, il sait ce qu'on lui reproche. Le salarié, non. Donc, il arrive et vous avez dans ce cadre-là la possibilité de répondre aux questions. Il n'est pas obligé d'y aller. Et il faut bien comprendre que l'entretien préalable pour un salarié, c'est une procédure qui a été mise en place à son bénéfice. Et c'est sous ce spectre-là qu'on doit examiner la situation. C'est pour le salarié se permettre d'apporter des explications à un grief que va lui poser l'employeur. Donc, il peut avoir tout intérêt à évidemment participer ou donner ces explications. Il est vrai que dans la très large majorité des cas, quand il y a un entretien préalable, l'employeur sait déjà à peu près la décision qu'il va prendre, mais dans la pratique, on voit quand même que la sanction peut évoluer selon les explications apportées, entre une faute grave ou une faute simple. Donc c'est un moment où le salarié peut quand même apporter des éléments pour peut-être que la sanction disciplinaire derrière soit moins importante ou éviter le licenciement. Exactement. En théorie, c'est pour éviter le licenciement. En pratique, c'est un peu plus mesuré, mais parfois, avec des clients, on voit que là où on allait vers une faute grave, on va plus sur une faute simple. Et donc, vous avez cet élément-là. Et corollaire avec la liberté d'expression. C'est-à-dire que si le salarié va exprimer des mécontentements ou des critiques, on va estimer que ça ne peut pas lui être reproché dans la lettre de licenciement. Donc, je trouve que c'est ce corollaire-là qui est intéressant aussi, qui est une protection finalement pour le salarié. On va conclure là-dessus. Merci Benoît Rosero. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Seban Avocat. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des lignes directrices de l'EDPB entre l'articulation entre DSA et RGPD.